année pour les Europe After Hour qu'on organise à chaque session plénière, c'est l'innovation. On a choisi de prendre un sujet large parce qu'il y a tellement de changements en ce moment en Europe que le thème de l'innovation nous laisse la porte ouverte à traiter des sujets d'actualité et que par ailleurs l'innovation est un thème qui intéresse tout le monde, qui est un sujet d'avenir et qui est très pertinent à l'échelle européenne. Alors ce soir on a la présence, et ce qui fait votre présence très nombreuse, de Michèle Rivasi, députée européenne, pour nous parler d'un sujet qui tient à cœur les citoyens. C'est le sujet santé citoyen, quel rôle pour l'Europe? Alors je ne vais pas faire offense au public ce soir en leur disant qui est Michèle Rivasi. Tout le monde la connaît. Tout le monde vous connaît, on sait qui vous êtes parce que vous êtes tout autant connus et reconnus par vos pairs du Parlement européen, par les spécialistes des questions européennes, que par le grand public, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. Mais je vais quand même rappeler un petit peu, d'abord que vous êtes issu de l'école normale supérieure, que vous êtes membre députée européenne, membre de la Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire. Vous êtes vice-présidente du groupe des Verts Alliance Libre Européenne au Parlement européen. Vous êtes agrégée de sciences naturelles. Vous avez fondé c'est la commission, la CRIRAD, la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité après le drame de Tchernobyl. Vous avez été députée de la Drôme entre 1997 et 2002. Vous avez été directrice de Greenpeace France, entre 2003 et 2004. Et vous êtes cofondatrice avec Corinne Lepage de l'Observatoire de vigilance et d'alerte écologique. Et puis je voudrais quand même dire que récemment au Parlement européen, vous avez été rapporteur fictif sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil qui établit un cadre pour l'étiquetage de l'efficacité énergétique. Et puis, en octobre 2016, vous avez été rapporteur fictif sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au mercure. Et on est en plein dans l'actualité, puisque ça date de hier. Le Parlement a voté des restrictions sur l'utilisation des amalgames. Les restrictions sur l'utilisation du mercure dans les amalgames dentaires. Et vous êtes à l'origine de ce sujet-là dont on se félicite et dont on vous remercie. Je voudrais quand même rappeler que vous êtes co-auteur du livre « Le racket des laboratoires pharmaceutiques » que vous avez publié en 2015. Voilà. Mais c'est très bien. Je voudrais aussi rappeler que dans le cadre de vos activités au Parlement européen, vous êtes spécialiste reconnu des questions de santé, que vous travaillez depuis des années, que vous alertez sur le rôle des industries pharmaceutiques et notamment sur les risques liés au domaine sanitaire, à l'industrie pharmaceutique, mais pas seulement. Domaine sanitaire, médical, le domaine agricole. Vous avez travaillé sur les perturbateurs endocriniens, le Mediator, j'en ai parlé, les conséquences sanitaires de Tchernobyl sur lesquelles vous continuez à nous alerter, sur l'aluminium dans les vaccins, sur l'électro-hypersensibilité, la consommation de farines animales. Vous avez aussi alerté sur la gestion de la grippe A, la directive des remèdes traditionnels à base de plantes, le décret photovoltaïque, les équipements électriques et électroniques, les vaccins. Et aujourd'hui, on a une actualité. On en avait une sur le mercure hier, on en a une de plus aujourd'hui sur le glyphosate, sur la question des perturbateurs endocriniens. 2 ans de débat au Parlement européen avec les agences européennes, la Commission européenne, un bras de fer entre les États membres et les institutions pour savoir si le glyphosate peut être estimé ou pas comme cancérogène. Voilà un peu pour poser les choses. Je n'ai pas envie de continuer trop longtemps. Simplement, le débat aujourd'hui, j'ai envie de rappeler un peu la phrase de Rabelais, « Sans science, sans conscience, n'est que ruine de l'âme ».
La question de l'innovation dans l'industrie pharmaceutique, c'est un très beau sujet. Et ce que vous représentez au Parlement européen, c'est un peu l'analyse du rapport entre le coût et le bénéfice. Le coût risque-bénéfice de l'innovation dans l'industrie pharmaceutique, ce que ça peut apporter en termes de croissance, de levier d'emploi, d'innovation, mais les risques que ça comporte pour la protection du citoyen. Alors, peut-être que la première question qu'on pourrait vous poser pour lancer le débat sur un sujet que vous connaissez très bien, c'est... moi, j'ai deux questions. En quoi l'Union européenne est-elle la bonne échelle pour traiter de ces sujets, sachant que la question de la santé, c'est du domaine des États membres et que l'Union européenne fait un travail complémentaire en matière de prévention, de financement d'innovation, de coordination des systèmes de sécurité sociale, etc. Et la deuxième question, c'est quels enjeux vous voyez en termes de risque pour le consommateur sur la question de l'innovation dans le domaine de la santé. Voilà, je vous passe la parole. Merci à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Et content de revenir, parce que moi j'aime bien venir chez vous, dans la mesure où c'est très varié, à la fois sur qui vous êtes et puis un peu les responsabilités que vous allez prendre ou que vous avez, et sur ce domaine de la santé. Alors c'est vrai que moi j'ai commencé par l'énergie, mais vous voyez, quand j'ai créé la CRIRAD, c'était énergie et santé. Hein, c'était quel est l'impact des rayonnements ionisants sur la santé. Et vous voyez, le fait de faire des études, ça vous donne un élément supplémentaire. Alors quand vous sortez de Normal Sup ou quand vous sortez de l'ENA ou d'une autre grande école, ça permet aux gens qui nous dirigent de dire c'est pas du blabla. Hein. Et donc vous mettez l'échelle assez haute pour dire que par contre ce qu'ils publient c'est n'importe quoi. Vous voyez, moi c'est ça qui m'a... Vous voyez le déclic. Pourquoi on déclenche à un moment donné ? Moi ce qui m'a vraiment fait déclencher, c'est le droit de savoir. Comment on peut mentir à des gens avec des mesures à l'appui et où on nous dit circuler, il n'y a rien à voir. Vous voyez ce côté paternaliste, et je le dis aux élèves, c'est très important de se dire, bon, s'il y a... Alors la vérité, est-ce que ça existe ? Mais on a une approche de la vérité pour que tout le monde ait accès à l'information et que tout le monde puisse se protéger. Et que ce ne soit pas des intérêts supérieurs ou une raison d'État qui fait qu'on ne donne pas l'info. Voilà, moi, ça a été mon déclencheur dans la vie. Et ça a été d'abord associatif, où j'ai embauché des scientifiques, on a monté, vous voyez, parce que c'était quand même pas évident de monter un laboratoire en 86, hein, avec le monopole de l'État de l'époque, avec la toute-puissance du nucléaire, que ça soit EDF, CEA ou Cogema, puisque c'était pas arrivé à l'époque. Mais à l'intérieur de ces organismes-là, il y avait quand même des gens qui allaient dans notre sens. Oui, qui étaient un peu outrés que leur organisme ne puisse pas comme ça divulguer l'info. Et puis après, je l'ai fait dans tous les secteurs, que ce soit à l'Assemblée nationale ou à l'Assemblée nationale, c'était des gens qui avaient un peu le monopole de l'info où on déléguait à des gens pour parler d'un secteur donné. Vous voyez, le nucléaire, on le déléguait à des gens qui étaient issus du CEA et qui étaient députés. Ou on avait sur la santé, c'était les médecins. Personne ne pouvait parler de la santé si ce n'était pas des médecins qui parlaient de la santé. Vous voyez, c'est toujours un peu ces délégations qu'on donne à d'autres. Et là, quand vous êtes scientifique, vous dites, mais une biologiste peut très bien demander des comptes à des médecins ou demander des comptes à des agences. Alors, quand on parle de la santé sur l'Europe, c'est très important. Alors, comme vous l'avez dit, la santé, c'est la souveraineté des États. Mais c'est tout ce qui touche à la sécurité sociale, vous voyez, à la rémunération des médecins, etc. Par contre, où l'Europe joue un rôle énorme, c'est sur les médicaments. C'est sur les maladies infectieuses. L'Agence européenne des médicaments, c'est une institution qui est à Londres et qui va déménager. Donc pourquoi pas à Strasbourg, hein ? Parce qu'on se dit que chaque fois... Voilà. Ou à Toulouse, ou alors certains demandent à Lille, d'autres à Lyon. Mais c'est une agence qui est capitale parce qu'elle donne les autorisations de mise sur le marché des médicaments. Et qu'en même temps, elle fait l'évaluation, vous voyez, des médicaments sur les effets secondaires. Alors moi, j'ai participé, c'était en 2009, sur la directive de la pharmacovigilance. Parce que les scandales font avancer la législation.
Et quand il y a eu des scandales, que ce soit sur le Mediator, que ce soit sur la grippe H1N1, que ce soit sur la dépakine, que ce soit sur énormément de médicaments maintenant où on voit qu'il y a plus d'effets secondaires que de bénéfices, eh bien, ça a fait évoluer la législation pour séparer ce qui donne l'autorisation de mise sur le marché par rapport à ce qui évalue, vous voyez, les effets secondaires et les bénéfices du médicament. Alors qu'avant, c'était soudé. C'est-à-dire ceux qui donnaient l'autorisation, c'était aussi ceux qui évaluaient. Donc, ils étaient jugés partis. Donc, on a scindé et on a fait en sorte à ce que la remontée des effets secondaires, il puisse y avoir maintenant un site qu'on appelle Ultravigilance et où les gens peuvent faire les remontées des effets secondaires. Ça marche pas terrible, pour tout vous dire, hein, Ultravigilance, mais on essaie d'améliorer le processus. Alors, il y a eu de gros débats depuis l'histoire alors de la grippe H1N1, mais l'histoire du prix des médicaments. Parce que dans les médicaments, et on est tous concernés, hein, parce qu'un jour ou l'autre, on prend des médicaments. Hein. Bon. Autant, jusque dans les années 80, vous voyez que les laboratoires pharmaceutiques ont trouvé énormément de médicaments. Ils étaient très innovants, vous qui parlez sur l'innovation. Et il n'y avait pas la notion de brevet. Enfin, la notion de brevet, elle est venue dans les années 68, vous voyez, 80. Mais ce n'était pas aussi net. Et les prix des médicaments étaient accessibles, d'où la sécurité sociale, le remboursement, etc. Depuis les années 90, il y a très peu d'innovation. Vous voyez, sur, je ne sais pas moi, si je vous donne sur 10 médicaments, il y en a un seul qui est innovant. Le reste, c'est des MeToo. C'est-à-dire, c'est des médicaments équivalents à celui qui existe. Hein, et la plupart, c'est des médicaments qui n'apportent aucune valeur thérapeutique. C'est complètement incroyable. Hein. Mais ça veut dire que, quand on regarde les chiffres, la recherche et développement a énormément diminué. Mais par contre, tout ce qui est commercial a énormément augmenté. Donc, à partir du moment où vous avez en plus un brevet sur 20 ans et que vous avez un super blockbuster, c'est-à-dire un médicament qui rapporte énormément d'argent, eh ben, on investit de moins en moins ou on délocalise, si vous voulez, tout ce qui est recherche et développement. Et il y a eu beaucoup de débats au Parlement. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu le scandale du Sovaldi. Sovaldi, médicament qui marche super, alors pour une fois, oui, et qui soigne l'hépatite C. En France, on a 200 000 cas, à peu près, de gens qui ont l'hépatite C. Mais le problème, c'est le prix du médicament, 41 000 € pour 6 semaines de traitement. Ben, faites le calcul, vous faites exploser les comptes de la Sécu. Et donc, on arrive, et Marisol Touraine a traité avec les labos, c'est un laboratoire américain qui s'appelle Gilead. Alors, vous allez me dire, ben, c'est super, il a sorti une molécule innovante. Même pas. Il a acheté une start-up qui s'appelle Pharmaceps, 11 milliards de dollars. Et donc, le labo a dit, bon, ben, nous, en 2-3 ans, il faut qu'on ait amorti les 11 milliards. Pourquoi ? Parce que très vite, les labos voient que là, il y a une molécule qui est innovante, donc ils vont en sortir une dans les années qui viennent. Eh bien, en 2 ans, ils ont amorti. Hein. Sauf qu'ils sont allés voir les Français, les Allemands, les Anglais, et bien sûr les Américains, mais c'est un peu l'Amérique qui fixe aussi le prix. Et c'est parti, au début, c'était 80 000 €. Après, c'était 54 000 €. Et la France a négocié à 41 000 €. Sauf que là, on ne peut soigner que 15 000 personnes par an. Et les Espagnols ont demandé, moi j'avais posé une question orale, qui a été prise en tant que débat parlementaire, parce que les Espagnols disaient, nous, on ne peut pas acheter à ce prix-là. Les Italiens disaient, mais nous, on va encore réduire, vous voyez, les gens qui peuvent être soignés par rapport à ces médicaments. Et donc, on a lancé tout un débat avec l'Europe avant la nouvelle législature qui disait, ah ben nous, c'est la souveraineté des États puisque c'est l'État qui fixe le prix des médicaments. Donc j'ai organisé plusieurs colloques en disant à la Commission, c'est inadmissible ce que vous faites, faites en sorte au moins à ce qu'il y ait un regroupement d'États membres. Vous voyez, vous avez un labo qui arrive en disant, voilà, cette molécule, c'est pas vous qui allez fixer le prix, c'est moi qui fixe le prix. Mais vous leur dites, oui, mais on s'est regroupé avec les Allemands, les Anglais, les Français, les Espagnols, les Italiens, et nous, le prix, c'est déjà, donnez-nous combien ça vous coûte. Ah, confidentiel défense. Ils vous donnent ni le prix de la recherche et développement, ni le prix de la production. Alors, c'est des instituts indépendants, notamment anglais, qui avaient fait l'évaluation et qui disaient, le Sovaldi, vous savez à combien ça revient ? 100 €.
Les labos, 41 000 euros. Alors, moi, j'ai proposé 2 choses à la commission. Un, groupement des pays, mais les Allemands ne sont pas favorables, les Français non plus. Parce que avoir un institut en France qui s'appelle le CEPS, c'est le Comité économique des produits de la santé, complètement opaque, où vous avez les ministres intéressés, vous avez la santé, l'industrie, Bercy, etc., plus les assurances maladie. Vous savez absolument ce qui se passe, ce qui se dit, mais il y a des deals qui se font. Les deals, c'est si vous me vendez ce médicament, eh bien, vous me garantissez une non-délocalisation de votre recherche et développement. Ça, ils le font avec Sanofi. Ils le font avec Fabre. Ils le faisaient avec Servier. Et c'est pour ça que la France est un pays super pour les labos, parce que, vous voyez, on rembourse très bien les médicaments. Les Allemands, eux, ils ont un autre système. Ils ont un système de prix libre. C'est-à-dire la première année, c'est assez cher, les médicaments. Et après, la deuxième année, c'est les assurances maladie, vous voyez, qui régulent le prix et qui le font descendre. Mais on n'arrive toujours pas à une entente, sauf 3 pays qui sont la Hollande, le Luxembourg et la Belgique, qui font des groupements d'achat. Alors là, on est dans la palabre de tapis. On peut, voyez, descendre quand même un peu le prix. Mais il y avait une arme redoutable. Alors Marisol Touraine, quand je lui parlais de ça, elle sautait au mur. C'est la licence obligatoire. Alors, si vous travaillez dans la santé, la licence obligatoire, c'est la possibilité maintenant qu'on a depuis d'ailleurs, nous, depuis 1957. Donc, vous voyez, c'est pas tout jeune. C'est l'Organisation mondiale du commerce qui a établi cette licence. C'était à l'époque pour le sida. Pour dire, dans les pays en voie de développement, si ce prix est trop cher, eh bien, un État peut très bien faire sauter le brevet et demander à un laboratoire de fabriquer le générique. Dans le cas d'une urgence sanitaire, vous voyez, d'une sécurité sanitaire par rapport à la population. Et moi, je disais à Marisol Touraine, regarde l'histoire du Sovaldi, c'est génial, utilise la licence obligatoire, c'est un labo américain. Bon, ils achètent énormément la formation des médecins, formation continue et initiale d'ailleurs, mais enfin bon, vous voyez, ils ne sont pas directement impliqués, et tu fais fabriquer ça par un laboratoire génériqueur à 100 euros. Donc avec 100 euros, pour peu que tu donnes quand même, vous voyez, des royalties à Gilead, puisque c'est quand même lui qui a sorti le Sovaldi, parce que ça se fait comme ça, mais tu soignes tout le monde. Elle me dit, mais c'est l'arme atomique. Donc, premier blocage qu'on a, c'est la peur de bloquer des laboratoires en utilisant cette arme qui est la licence obligatoire. Mais je vous le dis, c'est inscrit dans la loi, on a la possibilité de le faire. Alors les Brésiliens le font, l'Inde le fait, même les États-Unis a menacé Bayer de le faire. Vous voyez, donc il y a cette possibilité de le faire. Et moi, j'ai dit à la Commission, aider les États, dont je pensais à l'Espagne, je pensais à la Grèce. Vous vous rendez compte, la Grèce, si vous saviez, je suis allée en Grèce pour voir le prix des médicaments, mais ils ont des médicaments très chers, les Grecs. Mais quand j'ai essayé de former le ministre de la Santé, il a été changé 6 mois après. Mais on avait fait toute l'étude juridique pour aider les Grecs à utiliser la licence obligatoire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que demain, vous avez un cancer, le Glivec qui soigne la leucémie, ben vous voyez, c'est de l'ordre de 3 000 euros. Hein. Vous en avez un autre qui soigne une autre maladie, c'est 100 000 euros la molécule. Et maintenant, tous les grands profs dans nos hôpitaux sont complètement paniqués puisque le budget de l'hôpital, il doit inclure maintenant le prix des médicaments. Et donc, si vous êtes sans papier, vous avez dépassé 70 ans, hein, eh ben on vous dit, on ne vous soigne pas. Trop cher. Donc, on n'a plus l'accès aux médicaments pour tous. Et alors, les labos, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, mais nous, on est plein d'innovations. Donnez-nous l'accès aux médicaments plus rapidement. Alors, ce qu'ils sont en train de faire maintenant, c'est de diminuer le nombre d'études cliniques. Et en diminuant le nombre d'études cliniques, eh ben, c'est nous qui sommes cobayes des médicaments. Et là, il y a Prescrire, qui est une revue indépendante pour les médecins, qui montre que la plupart des médicaments qui ont été en fast track, si vous voulez, en études cliniques rapides, eh bien, il y en a plus de la moitié qui ont été arrêtés parce qu'il y avait trop d'effets secondaires. Alors qu'avant, vous voyez, les études cliniques permettaient justement que le médicament ne sorte pas. Donc c'est pour ça que je voudrais vous sensibiliser sur, l'impact européen, le fait que l'Agence européenne des médicaments, je l'interpelle très souvent parce que je trouve qu'elle n'est pas assez rétroactive sur les études cliniques et les effets secondaires. Je vous prends 2 exemples. Le Mediator. Vous savez que j'avais saisi l'OLAF avec Eva Joly.
Parce que nos experts français, là, qui ont été, vous voyez, qui avaient des conflits d'intérêts incroyables, je pense à Jean-Michel Alexandre, à Eric Abadie, mais qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont été virés de l'AFSAFS? Ils voulaient aller à l'Agence européenne des médicaments pour être fonctionnaires à vie. Et donc, on a fait tout un dossier, ils n'ont pas été pris. Mais Eric Abadie, il était à la fois expert à l'AFSAFS et expert des effets secondaires pour le Mediator à l'Agence européenne des médicaments. Vous voyez? Et ça, franchement, si vous retenez qu'une seule chose, c'est soyez sensibles aux conflits d'intérêts. Moi, c'est mon combat, mais depuis que je me suis mis à la fois, vous voyez, sur des combats comme la radioactivité et la CRIRAD, mais sur la santé, c'est terrible. L'affaire du Mediator, mais ça a été des conflits d'intérêts dingues. Il a fallu Irène Frachon, une pneumologue, vous voyez, qui a bossé. Si vous avez vu la femme de Brest, la fille de Brest, vous voyez comment ça fonctionne. Et on a des experts qui sont payés, qui ont des contrats par rapport aux laboratoires pharmaceutiques, qui font que les mecs, ils disent rien. Et le dernier en date, je voulais vous le citer parce que ça m'a fait rire, le Jean-Jacques Mourad, le grand conseiller de M. Macron, hein, conseiller sur la santé. Il a été obligé de démissionner. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu quand même qu'il avait fait 60 interventions pour Servier. Servier, quand même, le fabricant du Mediator. Et qu'est-ce qu'il propose à Macron dans son discours à Nevers? Il dit il va falloir rembourser à 100% les médicaments pour l'hypertension artérielle. Et qui fabrique le médicament pour l'hypertension? Devinez, Servier. Alors là, ça a fait un scandale. Et Macron a viré ce Jean-Jacques Mourad. Vous voyez, c'est incroyable. Et moi, je peux vous dire que ça soit au PS, alors j'attaque Macron parce que là, c'est une actualité, mais c'est fou, quoi. Mais vous avez, à la commission, là, je l'ai fait sortir, à la commission d'enquête du Sénat, c'était sur la pollution atmosphérique. Alors ça aussi, c'est un sujet européen, sur la pollution atmosphérique, avec les particules fines. Alors, qui est auditionné? Eh bien, le pneumologue Michel Aubier. Pneumologue vachement connu, chef de service à l'hôpital Bichat, vous voyez, des titres. Et puis, quand même, le Canard, toujours lui, mais Libé aussi, il cherche un peu. Et il y a le Formidep aussi. Formidep, c'est une association de médecins très, très vigilante sur les conflits d'intérêts. Et ils s'aperçoivent que ce médecin était payé par Total. Et il était l'expert de Total pour la pollution de l'air. Et quand la commission d'enquête du Sénat a vu ça, eh bien, soi-disant, il a été sanctionné, mais enfin, son jugement n'est toujours pas fait. Donc voilà, c'est pour vous dire que ça soit sur le plan français, mais que ça soit sur le plan européen, on a ce gros souci de gens qui sont payés par l'industrie. Alors, lisez mon bouquin là-dessus. Hein, parce que vous allez voir que même nos ministres de la Santé, soit ils sont issus du laboratoire pharmaceutique, ou soit une fois qu'ils ne le sont plus, ils vont être présidents des fondations GSK, Sanofi ou autre. Bon. Deuxième sujet où vous avez la suite, c'est le sujet qui est sorti aujourd'hui, glyphosate. Glyphosate, substance active sur ce que vous connaissez tous, le Roundup. Bon. Vous savez que par rapport à ce glyphosate, normalement, l'Europe devait reconduire son autorisation. Et là, le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, qui dépend de l'OMS, qui est basé à Lyon d'ailleurs, sort un avis sur 1500 études publiées pour dire, pour nous, le glyphosate est probablement cancérigène. Là-dessus, l'agence européenne, importance, vous voyez, d'avoir une vision européenne là-dessus, l'EFSA dit, pour nous, ce n'est pas cancérigène. Ah bon? Et vos études sont où? Mais il y a 75 études, mais on ne peut pas vous les donner. Ah bon? Parce qu'elles sont faites par Monsanto. Elles sont faites par Syngenta, et ils ont mis tellement d'argent pour faire les études que c'est secret d'affaires. Ah bon? Et on donne l'avis, donc, que ce n'est pas cancérigène. Alors nous, on monte au créneau, il y a un débat à la commission Envie, on demande à ce qu'il y ait le cirque présent et qui est l'EFSA, en disant,
expliquez-nous pourquoi deux organismes aussi renommés que le cirque et l'EFSA puissent avoir des conclusions complètement différentes. Et donc le cirque a joué le jeu. Ils ont dit, ben voilà, nous on vous donne les publications et en fonction de tous des critères, au niveau des animaux, etc., pour nous, c'est probablement cancérigène. Et l'EFSA dit, ah mais non, on n'est pas d'accord avec vous, parce que vos études, il y en a qui montrent, il y en a qui ne montrent pas tout ça. Alors on leur a dit, mais elles sont où vos études? Et donc on ne les a toujours pas. Alors, moi, je me suis engueulée avec la commission, avec le président de l'EFSA, M. Hurle. Je suis même allée le voir à Parme, parce que c'est à Parme quand même, entouré du lobby agroalimentaire d'ailleurs, à Parme, si vous allez faire un tour. Et je dis, mais comment on peut vous croire? Parce que vous êtes une agence européenne, financée par l'Europe. Vous allez donner un avis qui va avoir une influence très forte sur notre santé. Alors là-dessus, tous les vers ont fait faire une étude sur leurs urines pour savoir si on avait du glyphosate. On en a tous. Et plus vous buvez de la bière, plus vous en avez. Parce qu'on a... Alors je vous dis ça pour vous donner un peu de... Parce qu'on a fait cette étude sur tous les vers. Et alors, entre les vers français, les vers hongrois, les vers allemands, etc., on a vu qu'il y avait une différence incroyable. Alors, on a essayé de voir, parce que beaucoup de vers sont quand même... ils mangent bio. Et on se dit, mais pourquoi chez les hommes, quand même, chez les hommes, il y avait beaucoup plus, ils avaient beaucoup plus de glyphosate que chez les femmes. Et en fait, c'est souvent la bière. Je vous le dis comme ça en passant. Bon, enfin, donc on en a tous. Et en même temps, quand on voit les agriculteurs, il y a énormément d'agriculteurs qui ont des problèmes sanitaires. Bon. Donc ça, c'est la première étape. Et donc, on a auditionné notre Andriukaitis, qui est le commissaire de la santé, qui est gentil, mais limité. Et quand on lui a dit, mais vous avez la possibilité, monsieur Andriukaitis, d'utiliser un amendement pour faire sortir ces études, il dit, j'ai besoin de vous pour avoir plus de transparence. Déjà, premier point. Deuxième point, je lui ai dit, écoutez, monsieur Andriukaitis, Greenpeace vous a attaqué en 2010 pour non-accès à des études, parce que vous voyez, Greenpeace avait réagi plus tôt. Il y avait, vous savez, le CIO, qui est une espèce de groupement contre les conflits d'intérêts, qui avait attaqué en justice. La justice européenne leur a donné gain de cause pour qu'il y ait publication de toutes les études. Qui a fait appel? La Commission, pour ne pas publier les études. Et j'ai après Andriukaitis qui me dit, j'ai besoin de la transparence et de la mobilisation des députés européens. Non mais de qui se fout-on, quoi? Enfin, c'est incroyable. Et donc aujourd'hui, on a ressaisi une autre agence, qui est l'ECHA, qui est l'agence des produits européens des produits chimiques, qui doit catégoriser, vous voyez, le glyphosate. La conclusion est la même, puisqu'ils ont des experts bourrés de conflits d'intérêts, et ils se sont basés sur des études que leur a transmis l'EFSA et qui sont confidentielles pour les députés européens. Donc voilà, la conclusion, on la savait. Alors qu'est-ce qu'on a maintenant comme possibilité européenne? On a l'initiative européenne, vous savez, l'ICE, qui, d'ici la fin de l'année, je pense qu'on va obtenir les 1 million de signatures, puisqu'en Allemagne, ça signe beaucoup, en France, ça signe beaucoup. Je vous encourage à aller signer aussi, parce qu'il faut 1 million de signatures sur 7 pays. Et là, la Commission est obligée d'en tenir compte. Donc il y a ça, et nous, on est en train de faire une étude juridique pour saisir la Cour de justice européenne, pour que la Commission ne suive pas les avis, vous voyez, de l'ECHA et de l'EFSA. Et alors, il y a un autre sujet qui n'est pas tellement abordé parce que c'est un peu compliqué, mais je vais vous en dire 2 mots. Le glyphosate, c'est la substance active du Roundup. Mais nous, quand on utilise du Roundup, je vous dis de pas en utiliser, mais enfin, bon, si jamais on en utilise, c'est pas tellement le glyphosate en tant que tel qui est problématique. C'est les adjuvants qu'on met avec le glyphosate et qui peuvent rendre la substance active 1000 fois plus toxique. Ils mettent des adjuvants à base de pétrole brûlé qui fait que ça vous rend cette molécule complètement dingue. Et là, c'est vraiment un herbicide terrible. Et alors, là, vous voyez comment il faut rentrer dans les détails. L'EFSA vous dit « Ah, mais moi, mon rôle, c'est de faire juste la substance active.
Et après, le produit final, donc avec les adjuvants, c'est aux agences nationales à le faire. Alors moi, je vais voir l'ANSES en France en leur disant « Alors, vous avez les moyens de le faire ?» Mais ils me disent « Mais Madame Rivasi, si on savait ce que c'était les adjuvants, on pourrait peut-être en faire certains, mais il y a des centaines d'adjuvants et c'est marqué secret d'affaires par rapport aux industriels. » Et donc, Ségolène Royal a pris quand même une mesure en disant « Tout ce qui est Roundup, je demande à ne pas l'utiliser, vous voyez, dans les jardins et les jardins publics. » Et donc, j'encourage. Alors, je sais qu'à Strasbourg, on n'utilise plus de pesticides dans les jardins publics, etc. Moi, j'étais adjointe à Valence aussi. On ne les utilise plus. On a mis 3 ans pour supprimer tout ça. Mais vous voyez le problème que ça pose. Et parce que derrière, c'est je ne sais plus combien, mais c'est des centaines de tonnes utilisées dans le monde et c'est des milliards derrière. Et donc, comme il y a les Allemands qui sont derrière, comme il y a les grosses entreprises qui sont derrière, eh bien, la Commission flanche à l'heure actuelle. Donc, c'est quand même très important qu'il y ait cette mobilisation là-dessus. Troisième chose, perturbateurs endocriniens, c'est le sujet européen. Ces fameux perturbateurs endocriniens dont le terme a été déjà employé en 92, donc vous voyez, c'est pas si vieux que ça, que les scientifiques ont dit attention, ces perturbateurs, dans le terme, ça perturbe, si vous voulez, le système hormonal, eh bien, ça ne fonctionne pas comme les substances chimiques traditionnelles. Vous voyez, on disait, c'est la dose qui fait le poisson. Et là, c'est la fenêtre d'exposition et il n'y a pas de seuil. C'est terrible comme substance. Si jamais une femme enceinte prend des perturbateurs endocriniens, eh bien, à très, très faible dose, ça peut avoir des conséquences sur le fœtus redoutables. Et à plus forte dose, ça n'a pas du tout d'effet. Et c'est ça le piège des perturbateurs endocriniens. Donc, on voulait qu'il y ait des critères, puisqu'on avait fait une directive sur les pesticides. Et donc, la Commission devait établir la définition des perturbateurs en 2013. On se retrouve en 2015, toujours pas de définition. Pourtant, on poussait la Commission à le faire. Il a fallu qu'un État, la Suède, et notamment une femme, une ministre de la Santé, saisissent la Cour de justice européenne. Elle a été appuyée par le Parlement, parce que Schulz a été d'accord. J'ai lancé une pétition avec tous les parlementaires. Et des États membres ont suivi. Et la Cour de justice européenne a dit « La Commission ne respecte pas les traités européens. Elle doit appliquer, puisque c'était inscrit dans une directive sur les pesticides et les biocides, elle doit établir les critères. » Et alors, qu'a fait la Commission ? Toujours avec mon Andriukaitis, vous savez ? Bon. Mon lituanien adoré. Bon. Gentil tout bib. Hein. Mais il me dit, oui, mais vous comprenez, les industriels nous ont demandé de faire une étude d'impact économique. C'est-à-dire combien ça allait coûter à l'industrie suivant les critères et combien ça allait éliminer de perturbateurs endocriniens. Et qui y avait derrière ? Il y avait BASF, il y avait les grosses industries chimiques qui ont demandé de faire cette étude d'impact. Quand on a attaqué à la Cour de justice européenne, la Cour de justice a dit « mais l'étude d'impact n'est pas dans le traité. D'avoir fait ça, vous êtes hors traité. Ce n'est pas votre rôle. Votre rôle, c'est d'établir des critères. » Alors, qu'a fait la Commission ? Elle a commencé à dire « Ah, mais on va prendre la définition de l'OMS. » Nous, on était très ravis de cette définition. Elle nous allait très bien. Mais encore, le diable est dans les détails. Ils ont commencé à dire « Ah, mais un perturbateur endocrinien, il sera avéré que si on a des études sur les humains. » Ah oui, on n'a qu'à faire crever tout le monde. Et puis, on aura des études sur les humains. Vous avez vu ça, on a des études sur les animaux. Après, ils ont commencé à dire « Ah, mais le perturbateur sera vraiment perturbateur endocrinien à partir du moment où on n'a pas seulement les effets secondaires, mais on a les modes d'action. » Ah bon ? Parce que sur toutes les molécules qu'on a interdites, qui sont cancérigènes, reprotoxiques et mutagènes, vous croyez qu'on a le mode d'action sur tous et toutes ? Alors on leur a dit, mais ça, vous allez en supprimer, mais de façon incroyable, puisque avoir le mode d'action, alors qu'en tant que biologiste, je veux dire, souvent on l'a 10 ans plus tard, le mode d'action. Mais on sait qu'il y a des effets secondaires. Et puis ils ont commencé à dire, alors là on est fou furieux, parce qu'on en est à la 4e définition quand même. Hein. Et la dernière en date, c'est de dire, ah oui, mais alors si un pesticide est utilisé vraiment en tant que perturbateur endocrinien
pour perturber les insectes d'un point de vue hormonal, alors à ce moment-là, il aura une dérogation, même s'il tue les abeilles. C'est pas beau, ça, hein? Moi, je trouve ça génial, moi. C'est-à-dire, vous voyez, alors je vous reformule, parce que je sens que vous me regardez avec des grands yeux. Si l'intention de l'industriel, c'est de fabriquer une molécule, un pesticide quelconque, qui utilise la désorganisation hormonale de l'insecte, donc il sera vraiment un perturbateur endocrinien, mais pour l'insecte, et s'il tue d'autres insectes, coccinelles, tout ça, eh bien, on le sort de la dérogation de perturbateur endocrinien. Et donc, ça permet à l'industrie chimique, à Monsanto et toute la clique, d'avoir plein de perturbateurs endocriniens comme pesticides. Alors, qui décide maintenant? Nous, les parlementaires, on a fait des objections à chaque définition. C'est les États membres. Et sur les États membres, eh bien, il y a des États membres. Alors, comme la France, elle est bien là-dessus, pour une fois, bien. La Suède, le Danemark, qui sont contre ces définitions, parce qu'ils disent, nous, il faut des critères, vous voyez, parce que, je passe les détails, hein, je vais pas mais il y a avéré, suspecté, etc. On ne veut pas le mot d'action, parce que ça va éliminer énormément de molécules, etc. Vous avez des gens qui sont pour. Alors, les gens qui sont pour, c'est l'Allemagne, c'est l'Espagne, c'est l'Italie. Et puis, vous avez des gens qui s'abstiennent, comme la Belgique ou d'autres. Et donc, il n'y a toujours pas de majorité qualifiée. Comme il n'y a pas de majorité qualifiée, on est reparti pour un tour. La prochaine réunion, c'est le 22-23 mars, où il y aura tous les comités d'experts. Et s'il n'y avait pas les associations derrière, vous voyez, qui titillent leurs ministres, là, pour leur dire « ne signez pas, ne donnez pas votre accord et tout », alors que la Slovaquie, ils sont vraiment pour une définition, vous voyez, comme la Commission. Hein. Mais vous passez quand même de 445 molécules qu'on pourrait supprimer, et la dernière en date avec leur définition, on en supprime 12. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà un problème européen de santé publique. Parce que, regardez autour de vous. Vous connaissez tous quelqu'un qui a un cancer à l'heure actuelle. Il y a une épidémie de cancer. Il y a une perte de 30% de la fertilité chez les hommes. Il y a une augmentation, si vous voulez, d'une puberté précoce chez les jeunes femmes qui est incroyable. Et il y a des malformations génitales chez les jeunes garçons. C'est ça, vous voyez, les perturbateurs endocriniens. Alors moi, ça me rend furieuse. Alors c'est vrai qu'ils me connaissent. Hein. Mais quand je dis à la Commission, voyez ce que vous faites. Avec le nationalisme qui monte, si on n'est pas capable de dire que l'Europe protège la santé des citoyens européens contre les lobbies industriels, que c'est l'intérêt général qui doit être privilégié plutôt que l'intérêt privé de certaines boîtes, à ce moment-là, l'Europe est morte. J'ai dit, vous en portez une responsabilité. Et puis, c'est mon système des 3D. C'est-à-dire que je dis, regardez, les industriels décident des produits. Et puis après, le deuxième D, c'est qu'ils désinforment. Chaque fois, ils disent, mais non, mais il n'y a pas de problème sanitaire. Vous voyez, que ce soit les ondes électromagnétiques, que ce soit la radioactivité, que ce soit les médicaments, que ce soit le glyphosate, etc. Ils désinforment. Et puis, il y a quand même des lanceurs d'alerte, des gens ou des agences, vous voyez, qui commencent à sortir. Ils diffèrent, le troisième D. C'est-à-dire, ils gagnent du temps. Mais en ce moment, vous voyez, depuis 2013, je ne sais pas si vous voyez, ça fait 4 ans qu'on a perdu pour éliminer certains produits, et dont les perturbateurs endocriniens. Alors, j'étais très contente que Benoît Hamon se saisisse des perturbateurs endocriniens. Parce que les autres, ils regardaient avec des gros yeux, en disant, c'est quoi, c'est bête, le perturbateur endocrinien? Pourquoi? Parce qu'il a été ministre, si vous voulez, au niveau de l'alimentaire, et il a vu que la France a été le premier pays à interdire le bisphénol. Le bisphénol là, c'est un perturbateur endocrinien. Et ça passait dans les biberons, et nos gamins, ils buvaient du bisphénol avec du lait. Je ne sais pas si... Vous voyez, quand vous commencez à connaître des problèmes de santé, vous dites, mais c'est quand même fou, quoi. Alors, on se paye des pesticides perturbateurs. Alors, il y en a qui ne sont pas des perturbateurs endocriniens. Les néonicotinoïdes, par exemple, sur lesquels on se bagarre, ça c'est neurotoxique. Vous voyez, ça agit sur le système nerveux et ça agit sur la destruction des abeilles. C'est pour ça qu'on veut qu'ils reconduisent le moratoire. Vous avez les perturbateurs endocriniens. Alors, le glyphosate, il est possible que ça soit un perturbateur endocrinien aussi. Voilà. Bon. Donc, voilà, c'est pour vous dire ça. Et mercure, quand même. Parce que
Ça a été dur, hein. Oula, parce qu'on a tout fait. Le trilogue, ça durait jusqu'à 3 heures du matin. Enfin bon. Grosso modo, Minamata, vous vous rappelez, du mercure, avec les gens qui étaient... c'est très neurotoxique, ça bousille les reins et ça crée des problèmes cardiovasculaires. Il était très important que l'Europe ratifie Minamata. Pour ratifier Minamata, il fallait un règlement. Donc, grosso modo, mercure, c'est 200 tonnes sur l'Europe par an. C'est pas énorme, hein, 200 tonnes. Donc, une grosse partie, c'est dû pour l'épuration et la fabrication du chlore et de la soude. Ça, c'est une grosse quantité. Et en deuxième, c'est les amalgames dentaires chez nos dentistes. Et puis après, le reste, c'est un peu aussi dans les vaccins, parce qu'on utilise du mercure. Enfin, c'est peanuts. Et nous, on s'est bagarrés. Alors là, les parlementaires, on était tous d'accord. On s'est bagarrés parce que, on voulait l'interdiction du mercure. Mais alors pas demain, mais on s'était fixé 2022. Bon. On avait dit plus d'utilisation des amalgames dentaires pour les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Très neurotoxique pour le fœtus. Et on avait dit... Alors, il n'y avait pas l'histoire d'ailleurs des gamins de 15 ans à l'époque. On avait dit aussi élimination. Alors, pourquoi on utilise pour le chlore? Parce que c'est un catalyseur pour les biodiesels. Mais maintenant, dans l'innovation, on a trouvé des alternatives où on n'utilise plus de mercure. Mais il y avait 2 pays qui bloquaient, c'est la Slovaquie et puis les Allemands. Il y a eu les trilogues. Alors les trilogues, alors autant on avait gagné, vous voyez, pratiquement au Parlement européen, tout le monde était pour une date d'interdiction, tout ça. Mais après, vous allez aux trilogues. Alors les trilogues, c'est horrible. Parce que là, vous vous bagarrez, vous voyez, vous arrivez à convaincre les députés, vous arrivez, bon. Vous avez le Conseil et puis vous avez la Commission. Et là, les amendements qu'on a mis des heures à convaincre dans les shadow meetings, les trucs, tout ça, d'un coup, c'est balayé parce qu'il y a des États qui ne veulent pas en entendre parler. Et là, ils ne voulaient pas de date d'interdiction. Alors, on a négocié pour dire, bon, interdiction quand même pour les femmes enceintes et allaitantes, et interdiction pour les gamins de 15 ans, pour les amalgames dentaires. Alors que les Suédois, ils n'utilisent plus du tout. Hein. Luxembourgeois, pratiquement plus. Mais là, on se heurte à un autre phénomène, c'est l'ordre des dentistes. Et l'ordre des dentistes a dit, non, c'est super le mercure, parce que les dentistes, on les a habitués à poser des amalgames dentaires à base de mercure, et donc on ne va pas supprimer ça. Alors, on a trouvé un truc en disant, oui, mais on va utiliser des choses encapsulées, avec des doses données, et en plus, quand on va les extraire, eh bien, il y aura des séparateurs pour ne pas le mettre dans les égouts. Parce que vous savez, une fois que ça part dans les égouts, ça part dans l'environnement, etc. Et alors, le pari qu'on fait, c'est de dire, si maintenant un médecin, un dentiste, ne peut plus utiliser les amalgames dentaires, vous voyez, pour une femme enceinte, allaitante et pour les gamins, ben, il va se mettre aux résines, il va se mettre, vous voyez, aux céramiques, il va se mettre... Bon, voilà, c'est un peu le pari qu'on fait. Et hier, bon, ça a été voté avec cette histoire que le trilogue, ben, vous voyez, certains pays n'ont pas voulu aller plus loin. Mais c'est un combat. Alors, moi, des fois, là où je suis cassée, pourtant j'ai de l'énergie, hein, mais des fois, là où je suis cassée, je me dis, tout ça pour ça, quoi, tu vois. Et quand il y a des États qui veulent rien entendre, et les lobbies jouent, ben, la seule façon, vous voyez, pour qu'on puisse des fois gagner, c'est par rapport à la mobilisation citoyenne. Vous voyez, c'est pas négligeable, la mobilisation citoyenne. C'est quand vous avez une pétition. Regardez, alors, je terminerai par une note positive, c'est, bon, mercure, pas trop mal quand même, hein. Pas trop mal, parce qu'on partait de loin. Mais l'étiquetage alimentaire, ça c'est pour la France. Vous savez qu'on avait perdu en 2010. Les Verts avaient dit, les feux tricolores, nanana, bon. Mais une autre directive avait dit, étiquetage quand même dans tous les États en 2017. Bon, donc on y est en 2017. Et là-dessus, la France a fait faire une étude avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Egbert. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Cache Investigation avec Élise Lucet. Non, regardez pas ça, vous. Pourtant, c'est pas mal, Élise Lucet. Elle est un peu cash, mais elle est pas mal. Bon, on était intervenus et on avait proposé 4 logos. Donc, un logo proposé par le ministère de la Santé, avec l'INSERM, qui disait, bon, on ne fait pas 3 couleurs, on va faire 5 couleurs.
c'est un peu moins stigmatisant, comme ils disent. Et sur chaque produit, c'est-à-dire vous avez des céréales, par exemple, eh ben, on analyse si c'est le sel, le sucre, matière grasse, fibres, et puis vitamines, etc. Bon. Et là, ça vous fait 5 couleurs. Et il y a une expérimentation qui avait été faite en amont, qui disait qu'un consommateur, quand il allait voir des céréales et qu'il voyait que c'était plutôt vert, ou plutôt vert-jaune, vous voyez, puis quand il voyait que c'était rouge, il ne prenait pas. Pareil pour le cassoulet, pareil pour des trucs comme ça. Bon, là-dessus, vous imaginez lobby agroalimentaire, Lagna, Danone, Coca-Cola, tout ça, ils montent au créneau comme des dingues. Et ils interpellent Stéphane Le Foll en disant c'est inadmissible. Ce que fait Marisol Touraine, c'est inadmissible. Nous, on veut notre propre logo. Alors leur logo, c'était tant de pourcents en matière grasse, tant de pourcents en sel. Mais par rapport à quoi ? Oui, et puis après, il faut mettre 3 paires de lunettes pour voir le pourcentage, vous voyez, entre protéines, glucides, lipides, etc., etc. Et donc, notre Stéphane Le Foll écrit à Marisol Touraine en disant j'ai consulté mes partenaires, il est hors de question d'accepter les 5 couleurs. Voilà. Là-dessus, mobilisation citoyenne, je profite de l'émission d'Élise Lucet pour lancer pétition. Change.org. Vous regarderez, change.org. Et 200 000 signatures pour dire, nous, on veut le 5 couleurs. Et elle a été obligée de faire une expérimentation. Donc, il y a eu une expérimentation dans 60 grandes surfaces en France, avec les 4 logos. Donc, vous voyez, mettons les céréales, elles étaient avec, ou un magasin, il y avait les 5 couleurs. Les autres, il y avait les logos pour Leclerc. Je ne sais plus, il y avait les logos aussi qui viennent d'Angleterre, etc. Mais quand même, à la présidence de ce groupe d'experts, il y avait qui ? Ben, il y avait le lobby agroalimentaire. Et il y avait la DGS, la Direction Générale de la Santé. Et parmi les experts, il y avait plus d'experts de l'agroalimentaire que d'experts, vous voyez, du CNRS, de l'INSERM, etc. Donc tous les experts indépendants, ils ont démissionné. Parce qu'ils se disent, nous, on n'était pas d'accord avec ce protocole. Et il nous restait que les experts du lobby agroalimentaire. Bon. Mais l'expérimentation se fait, les assos s'impliquent, ils contrôlent, vous voyez, bon. Et Egbert me dit, on va perdre, Michel, on va perdre parce qu'ils font tout mal. Et même les 5 couleurs, c'est mal affiché, etc., etc. Là-dessus, la semaine dernière, le lobby agroalimentaire vient à Bruxelles. On avait tout, hein, Coca, Mars, Danone, enfin tout, hein, tous nos copains, qui viennent en disant « Ah ben nous, on va vous proposer notre logo maintenant. Alors, on va prendre les 5 couleurs, puisque vous aimez les 5 couleurs, mais on va prendre des petites portions de 30 grammes. C'est-à-dire que sur les céréales, 30 grammes, vous voyez, c'est une cuillère, quoi. Donc, vous n'utilisez pas 30 grammes. Nous, c'est tout basé sur 100 grammes. Et c'est nous qu'allons imposer ce logo. Une semaine avant qu'on ait la conclusion du rapport, qui est les 5 couleurs, c'est très bien pour les consommateurs. Et il y a plein d'études indépendantes qui disent il faut les 5 couleurs. Vous voyez, parce que là, c'est très indicatif par rapport à un choix éclairé. Et ce matin même, dans le Parisien, Marisol Touraine a dit je choisis le 5 couleurs. Donc c'est pas beau ça ? Ben, on a gagné. Alors on a gagné une étape. Parce que ce logo, il est facultatif. Et donc, je m'attends à ce que les gros disent « Ah, mais nous, il est facultatif, on n'est pas obligé de le prendre. Donc, on va prendre notre logo à 5 couleurs, mais sur 30 grammes ou 10 grammes, parce qu'ils changent de portion. » Vous voyez, quand c'est trop pénalisant, ils prennent encore moins. Donc, voilà le monde dans lequel on est. Alors, j'ai relancé une pétition aujourd'hui même, en disant « Maintenant, vous avez signé la pétition pour avoir les 5 couleurs. On a les 5 couleurs, mais maintenant, il faut obliger les industriels à utiliser ce 5 couleurs, et surtout l'Europe, parce que là, on va interpeller la Commission pour qu'il soit obligatoire et pas facultatif. Mais si la France le choisit, ça sera la référence, parce que j'ai vu les Allemands tout à l'heure, ils m'ont dit « Mais comment vous avez fait pour gagner ?» Donc, vous voyez, ils sont sensibles. Est-ce que c'est les écolos derrière ? Mais bien sûr, c'est les écolos derrière.
Et si, vous voyez, c'est choisi au niveau de la France, ça sera choisi après dans tous les autres États. Ben voilà ce que c'est qu'être député européen. Voilà. Et comment on se bagarre sur la santé, sur les dossiers, sur le fait de correspondre à l'intérêt général. Mais c'est passionnant. Vous voyez, plus on me contre, plus ça me donne de l'énergie. Voilà. Merci Madame la députée. Je dois dire que moi, quand je mange des Cruesli chocolat noisette, c'est vrai que c'est pas 30 grammes que je prends, mais c'est la boîte entière. Donc je pense que les logos par portion, c'est pas très adapté. Et là, ça me parle tout de suite. Moi, avant de donner la parole au public, je pense que vous avez plein de questions. J'en ai une, moi. Ce que vous nous racontez quand même, on a ici, parmi le public, notamment des élèves qui vont devenir des hauts fonctionnaires demain, en France, qui pourraient être susceptibles de faire un tour en tant que hauts fonctionnaires en détachement dans les institutions européennes, ce qu'on leur souhaite. Vous avez ici, parmi le public, des cadres issus du secteur privé, mais aussi beaucoup de cadres issus de la haute fonction publique. Alors, moi, ma question, c'est quand j'étais à la commission, j'étais en charge, pour vous donner un exemple, du secteur de la politique industrielle, du dialogue avec les partenaires sociaux sur le secteur de l'agroalimentaire. Et donc, je menais des groupes d'experts avec, d'un côté, Food Drink Europe, les représentants de l'industrie agroalimentaire, les patrons, et de l'autre côté, les syndicats. Tous marchaient plus ou moins main dans la main pour défendre les intérêts du secteur, parce que pour les syndicats, c'était défendre l'emploi aussi. On avait des sujets comme ça. Moi, je suis pas plus intelligente qu'une autre. Et pourtant, j'avais le sentiment de savoir, quand on faisait des débats sur un sujet donné, à quel moment l'industrie, les représentants de l'industrie agroalimentaire étaient en train de dépasser le seuil qui faisait que là, ils sont en train de m'embarquer dans des histoires où c'est des éléments de langage, c'est du lobbying, et je ne vais pas me laisser avoir. Je suis représentant de la fonction publique, je suis neutre, et je sais faire la balance entre ce qu'on me dit et ce que les experts ou à l'intérieur de la commission me disent. Ce qui me met mal à l'aise, c'est que vous êtes en train de nous dire qu'il y a quelque part dans la haute fonction publique européenne des gens qui sont peut-être suffisamment naïfs pour croire un discours qui est quand même en effet très bien construit souvent, mais qui ont été probablement suffisamment alertés pour savoir qu'il faut faire très attention à ce qu'on nous raconte, qui nous dit comment on compose les groupes d'experts, etc. Et ça me met un peu mal à l'aise en me disant, mais alors, ça donne un peu le sentiment que les lobbies sont tout-puissants à Bruxelles et que les hauts fonctionnaires sont soit naïfs, soit sont en conflit d'intérêts. Moi, en tant que fonctionnaire, ça me met mal à l'aise parce que c'est pas ce que j'ai vécu quand j'étais dans les institutions européennes. J'avais comme collègues des gens qui étaient droits, qui respectaient la charte qu'ils avaient signée, mais je vois bien qu'il y a un hiatus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Vous posez une vraie question. J'ai rencontré à la commission, il y a des gens, comme vous dites, c'est-à-dire des gens droits. Des gens qui ont, en plus, si vous voulez, c'est comme à l'Assemblée par rapport aux huissiers, tout ça, vous avez des gens de haut niveau. Le souci, c'est que s'ils ne rencontrent que des partenaires, voilà, je trouve que votre faiblesse, c'est que vous rencontrez les patrons, vous rencontrez les syndicats, mais rarement les ONG. Vous n'avez pas cette formation des ONG. Moi, je n'ai pas la vérité. Il y a des sujets que je connais bien, il y a des sujets que je connais moins bien. Mais le réflexe, c'est toujours d'avoir des informations qui viennent de différents bords. Parce qu'à des moments, j'étais surprise que des ONG, parce qu'on a des ONG vachement expertes, c'est pas les ONG vous voyez, de terrain, c'est des ONG où les gens ils sont à Bruxelles, ils sont spécialistes de certains secteurs. Eh bien, ils me mettent le point sur lequel je n'avais absolument pas pensé. Et je pense que vous êtes trop habitués à
Mais je le vois parce que même quand j'étais à l'Assemblée nationale, c'était pareil. On voyait les patrons, on voyait les syndicats, etc. Mais les syndicats, ils sont un peu jugés partis dans leur truc. Vous voyez, quand j'ai rencontré, moi, les syndicats de Bayer, et je leur ai dit, sûr, là, qu'est-ce que c'est ce médicament que vous donnez, ce dispositif médical pour les femmes? J'ai plein de remontées, moi, de femmes. Parce que, alors, moi, je sais pas pourquoi, j'ai toutes les remontées des effets secondaires. Alors, s'il y a des gens en médecine. Eh ben, il me dit, ah bon, on ne savait pas. Et c'est jamais eux qui vont le faire. Donc, ça veut dire que dans votre pratique, n'hésitez pas à avoir des ONG spécialistes des domaines, et il y en a. Et ça vous permet d'avoir un peu de recul par rapport aux patrons et aux... Parce que même le glyphosate, vous savez, moi j'ai vu plein d'experts. Et puis pas que des experts européens, des experts américains, des experts canadiens. Vous voyez, quand j'ai râlé, moi, sur la dépakine ou sur le garde-asile, parce que alors, le vaccin, je n'ai pas abordé ça parce que c'est un sujet émotionnel français qui est terrible. Eh bien, j'avais carrément des experts canadiens. Je sors. Vous voyez, il faut sortir de la France des fois pour avoir des gens qui vous apportent un éclairage nouveau. Mais il y a des sujets plus faciles que d'autres. Mais c'est la pluralité qui fait qu'on approche de l'objectivité. Voilà. Moi, c'est ma... Voilà. Mais je ne dis pas que j'ai raison sur tout. Hein. Voilà. Pluralité. Et intérêt général, bien sûr. Hein. Non, je reconnais volontiers qu'il est clair que les représentants du patronat et les représentants des salariés ont en général beaucoup plus de moyens pour avoir des représentations, être structurés et être présents dans les institutions européennes que les représentants des consommateurs, Monique Goyens par exemple, BUC, ou que les ONG qui ont souvent très peu de moyens, ça c'est juste. Je donne la parole au public. Levez la main. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? C'est très intéressant de savoir qui vous êtes aussi. Merci. Essayez de faire des questions courtes. Il nous reste 25 minutes. C'est bien, mais c'est toujours trop court. Allez, on commence. Oui, bonsoir, François Laurent. Je suis sous-directeur des affaires européennes et internationales au ministère de la Culture et de la Communication. Vous n'avez pas du tout parlé des médicaments génériques. Parce que bon, je viens d'une famille de médecins, en fait. Et les médecins sont très critiques, en fait, très souvent, sur les médicaments génériques. Et j'en connais un qui lui-même refuse de prescrire des médicaments génériques. Il s'est fait rappeler à l'ordre par le Conseil de l'ordre des médecins. Et il a dit, mais à ce moment-là, très bien, vous me rappelez à l'ordre, mais écrivez-moi que je ne dois plus que les médicaments génériques n'auront pas d'effet d'effets secondaires sur la santé des patients. Alors c'est vrai que vous n'en avez pas du tout parlé. Je crois que c'est un gros sujet de santé publique puisqu'il y a derrière aussi des enjeux financiers importants. Et je voulais savoir si c'était un sujet que vous aviez abordé. Oui. Alors, qui est-ce qui avait une question encore ? Ouais. Bonjour, je suis habitante du quartier Gare, retraitée. Bon. J'aimerais poser la question du brevet de la licence obligatoire. En faisant une petite recherche toute bête sur un moteur de recherche, j'ai vu qu'on commençait à avoir des importations d'Inde de Sovaldi. Qu'on arrivait à le commander par correspondance. Nécessité faisant loi, en quelque sorte, puisqu'en Inde, il y a une licence d'office et qu'il n'y a pas en France. Est-ce que le combat est perdu ou est-ce qu'on peut faire quelque chose et comment ? Après, je vais en prendre trois. Je connais cette dame. Je suis Michel Matou, je suis directeur d'un institut auprès de la fondation Steinbeck Stiftung à Fribourg en Allemagne. On nous a annoncé tout à l'heure une discussion sur la santé, sur les phénomènes de santé publique que vous avez bien présenté, mais on nous a annoncé également vos interventions sur l'innovation et la recherche. Et là, je les attends encore. J'aimerais quand même que vous penchiez sur le sujet ce soir, notamment dans ce secteur-là, parce que vous avez parlé beaucoup des laboratoires, mais vous n'avez pas travaillé ce soir sur la question de la recherche dans ces laboratoires. On ne peut pas tout dire, oui. On ne peut pas être exhaustif. Alors, Mauvaise note.
Mais c'est vrai que la commande, c'était plutôt santé, ce qu'on peut faire sur la santé et l'Europe. Mais c'est vrai qu'il y a la partie... mais je vous dirai ce que... là-dessus, comment on... Les nanoparticules, vous nous direz un mot. Ah oui, les nanos. Ah oui. Alors ça, c'est un autre sujet. Alors, mais tu vois, après, on va me dire... bon. Alors, médicaments génériques. D'abord, ce que je voulais vous dire, quand vous aurez lu mon bouquin, c'est que un laboratoire pharmaceutique, il se fait de l'argent sur le princeps, c'est-à-dire sur le médicament qui est breveté. Bon, au bout de 20 ans, quand son brevet tombe, il y a des génériques qui sont fabriqués. Sauf que on a saisi la commission, et d'ailleurs la commission de la concurrence, parce qu'ils sont aperçus que les laboratoires payaient les laboratoires génériques pour pas qu'ils sortent le générique. Et vous regarderez, Sanofi a été pris la main dans le sac, Bayer a été pris la main dans le sac, GSK, il leur filait, alors ça peut être 40, 50 millions d'euros, etc., parce qu'ils essayaient de gagner 2-3 ans, vous voyez, pour pas qu'ils sortent le générique. Donc ça, il faut que vous le sachiez. Bon. Deuxième élément, pourquoi ? Parce que c'est très médecin français, ça. Hein. Quand il y avait 25 000 visiteurs des laboratoires pharmaceutiques, vous imaginez bien que les visiteurs leur disaient « Mais ne prenez pas le générique, il y a un nouveau médicament qui est vachement mieux, qui est plus récent, et il faut prendre ce médicament. Le générique, il n'est pas bon. » Donc, il y a eu une contre-offensive négative des visiteurs médicaux pour pas que les médecins choisissent le générique. Mais là où je vous suis, c'est que qu'est-ce que c'est qu'un générique ? La substance active est la même, mais on change les excipients. Et il y a quand même certains génériques qui sont moins efficaces que le princeps. Par exemple, l'évothyrox, pour les gens qui ont un problème à la thyroïde. Eh bien, le générique de l'évothyrox, pour certains, il est moins bien accepté. Je ne dis pas pour tout le monde, mais pour certains, il est moins bien accepté que le princeps. Et j'ai demandé à ce qu'on fasse plus d'études sur, si vous voulez, l'équivalence, en quelque sorte, vous voyez, du générique par rapport au princeps. Mais méfiez-vous, il y a une désinformation terrible qui est faite. Alors, comment les Allemands s'en sortent ? Les Allemands, c'est redoutable. Ils disent, on vous rembourse sur le prix du générique. Parce qu'en France, on n'est qu'à même pas 30%, on est à 27% d'utilisation du générique. Vous avez certains pays qui sont à 70%. On se dit, mais comment se fait-il ? Parce que là, ça réduit beaucoup le coût pour la sécurité sociale. Mais je dis, vous faites comme les Allemands. Vous dites, vous voulez pas prendre le générique ? Très bien, mais vous payez la différence. Nous, on vous rembourse sur le prix du générique, puisqu'il existe en tant que générique. Alors ça, quand j'ai proposé ça à Marisol, elle a sauté au plafond. Mais oui, mais et je vous assure, c'est terrible ce qui se passe. Vous pensez que le médecin donne un médicament, mais il ne se rend pas compte du prix. Mais le prix, après, c'est la Sécu. Et quand vous voyez des Crestor, vous savez, ces grands médicaments qui ont fait la fortune de certains labos, c'était 700, 800, 900 millions par an, vous voyez, de vente, parce que c'était remboursé par la Sécu. Et ça, c'est un jackpot incroyable. Quand vous tombez au générique, vous voyez, vous passez médecin de 100 € et vous passez à 10 €, vous vous rendez compte la différence pour la... Bon. Sovaldi, donc la question c'était... Oui. Alors, ça, on peut le faire sur Internet, mais c'est illégal de le faire... Comment ? Voilà. Donc, nous, ce qu'on pousse, c'est que la ministre utilise la licence obligatoire. Oui, mais pour ça, il faut que maintenant, quand vous votiez des gens capables d'aller contre les labos. Hein. Oui, et puis, alors juste pour innovation et recherche quand même. Alors, je travaille beaucoup sur l'innovation et recherche parce que je suis pour... vous savez qu'on donne quand même 1,8 milliard aux laboratoires pharmaceutiques. Cash. Et c'est le programme IMI. Pour la santé, je parle. Bon. Et en contrepartie, les labos pharmaceutiques donnent leur laboratoire pour faire de la recherche. Alors, où ça a joué ? Je vais vous dire 2-3 exemples. Ça a joué pour Ebola. Ebola, IMI a payé toutes les études cliniques pour le vaccin. Alors là où je suis en désaccord avec les parlementaires européens, les conservateurs et les libéraux,
et certains socialistes, c'est que j'estime qu'à partir du moment où il y a de l'argent public, il ne faut pas de brevet. Et je voudrais, c'est comme le CICE ça, je voudrais une conditionnalité à l'aide au labo. On vous paye les études cliniques, parce qu'on a mis du pognon quand même à l'Europe. Eh bien, la contrepartie, c'est qu'on n'utilise pas le brevet et que le vaccin soit à un prix capable d'être absorbé par des pays en voie de développement. Ben ça, j'arrive pas à l'obtenir. Le brevet est en train de tuer l'innovation. Parce que ça vous fait une telle part de fric sur les 20 ans que les labos, ils préfèrent investir, voyez, pour acheter des leaders d'opinion au niveau des médecins, au niveau des experts, etc., pour qu'on vende leurs médicaments, plutôt que de mettre ce pognon dans la recherche et le développement. Mais sachez que dans le cas d'Horizon 2020, moi j'aime beaucoup l'innovation, pour vous dire, mais pour moi, il faut qu'il y ait une conditionnalité. On aide avec du fric. Surtout, l'Europe, c'est cash. Mais que la contrepartie, c'est pas de brevet. Alors, avec une rétribution pour les labos, parce qu'il faut que les labos vivent. Moi, je ne suis pas du tout anti-labo, mais que ça soit partagé. Alors, à l'heure actuelle, ils ont le brevet. Mais pour vous dire, là, je fais un rapport sur la vaccination en Afrique. Parce que c'est les labos qui l'ont demandé. Enfin, c'est pas moi qui le fais personnellement, mais je regarde. Eh bien, il y a une association qui s'appelle Gavi. Elle se gave. Voilà. Bon, pour vous dire, c'est un très bon moyen pour retenir le nom. Il y a tout dedans. Il y a l'OMS, il y a Bill Gates, il y a les laboratoires pharmaceutiques, il y a les États membres. Tout le monde finance pour acheter des vaccins pour l'Afrique. Quand on voit le prix, vous voyez, en dernier recours, où ils vendent les vaccins, je vais en Inde, ils sont 10 fois moins chers. Et ça enrichit qui? Bill Gates. Ça enrichit pas l'OMS, mais Bill Gates et les laboratoires pharmaceutiques. Parce que Bill Gates, il vient nous faire des leçons là au Parlement en disant « Voilà, moi, avec ma femme Melinda, on aide le monde. Vous voyez, on résout la poliomyélite. » Vous savez combien il y a de cas de poliomyélite dans le monde? On vous dit tous, il faut faire vacciner vos gamins avec la polio. Un cas dans le monde. Un. Vous vous rendez compte? Bon, alors, on vaccine tout le monde sur la polio. Eh bien, autant le vaccin, il vaut 4 €, eh bien, en Inde, je vous le trouve à 0,50 centimes. Et qui paye? Mais c'est nous. Voilà, c'est juste une petite parenthèse pour vous dire que recherche-innovation, oui. Il y a la dengue, par exemple. Sanofi a sorti un vaccin sur la dengue. Il va faire un jackpot. Mais là, je l'attends au tournant. Parce que vous allez voir combien ils vont vendre le vaccin. Et peut-être qu'on va utiliser la licence obligatoire pour l'Afrique. Mais il me faut des... Vous savez ce qui me manque? C'est des présidents de République qui soient courageux et qui disent... Eh oui, mais parce que pour faire ça, personne ne le fait. Même la Grèce qui crève en ce moment parce qu'ils ont des labos et des médicaments très chers, mais ils n'osent pas le faire. Non, mais... Alors, il y a l'Inde qui le fait, il y a le Brésil qui le fait. Vous voyez, il y a tous ces pays qui se développent, là, qui le font. Mais ça ne court pas les rues, quoi. Voilà. Bonsoir. Levez la main, ceux qui veulent poser des questions, on va refaire un round. L'Algérie a sorti le Sovaldi à 2 000 €. Tiens. Mais 2 000. Le Maroc aussi. Oui. Allez. Bonsoir. Juste pour revenir sur cette question des... Ah pardon, oui, Camille Talbi, élève de l'ENA. Pour revenir sur cette question des experts et des conflits d'intérêts, quand vous en parliez tout à l'heure, j'avais l'impression que c'était vraiment des experts de niche super pointus, archi spécialisés. Et du coup, dans ce contexte où il y a très peu d'experts pour ces niches, comment est-ce qu'on peut éviter les conflits d'intérêts et les passages comme ça du privé au public qui accroissent ces conflits d'intérêts, enfin pas les éviter, mais les réglementer, disons. Est-ce que ça passe par des meilleures rémunérations, par un cadre plus contraignant? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est l'autre question. Ah, c'était vous, madame. Ouais. Merci, Françoise Chetzel. Moi, je suis conseillère à l'Eurométropole et chargée de la politique, de la qualité de l'air et de la santé environnementale. Alors, je crois que
paysage qui nous a été décrit sur la façon dont ça se passait entre des parties prenantes qui ont des intérêts différents, est assez juste, me semble-t-il. Mais j'avais une question, en fait, très pragmatique sur est-ce que l'Union européenne, d'une façon ou d'une autre, permet d'aider au niveau local, au niveau des collectivités territoriales, et je rebondis sur les questions d'innovation sociale, d'expérimentation sociale, sur ce genre de thématique. Ce qui a été dit, c'est que, par exemple, c'est vrai que ça fait plus de 10 ans que Strasbourg est sur le zéro phyto dans les espaces publics. Mais il y a beaucoup d'autres initiatives dont on pourrait penser qu'elles pourraient être prises, des expérimentations sociales qui pourraient être faites. Est-ce que l'Union européenne, y compris dans la facilitation d'échanges et d'expériences entre des pays européens, propose des appuis ou pas du tout? Une autre question encore? On va répondre à ces deux, là. Alors, sujet très important, experts. Comment on peut avoir des experts indépendants? Puisque les meilleurs experts, bien sûr, c'est les experts qui travaillent pour les laboratoires. Les meilleurs experts dans le nucléaire, c'est les gens qui sont du CEA et d'EDF. Hein? C'est ça qu'on entend. Et il y a le problème de la rémunération. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'il y a un corps d'experts indépendants publics. C'est de dire à l'État, alors pour les médicaments, on dit par exemple, pour un médicament, on prend 0,01 centime, si vous voulez, par médicament, pour payer un corps d'experts qui soit, vous voyez, un peu l'équivalent de l'ASN. Vous voyez, l'autorité de sûreté nucléaire. Vous savez que l'autorité de sûreté nucléaire, c'est des gens nommés pour 6 ans, sur leurs compétences, et ils sont payés par l'État. L'ASN, maintenant, ils sont à, je crois, 130 experts, payés par l'État. Si on faisait ça sur les médicaments et la santé, donc il faut trouver du fric. Mais vu que les laboratoires pharmaceutiques, la moyenne, c'est 20% de profit par an, 60% des dividendes qui sont redistribués au niveau des actionnaires, c'est l'industrie. Si vous voulez investir dans les actions, vous mettez des actions dans l'industrie pharmaceutique. C'est là où ça rapporte le plus au monde, plus que les pétroliers, plus que l'armement, plus que tout. À l'heure actuelle, c'est le top du top. En deuxième est le numérique, mais c'est le top du top, l'industrie pharmaceutique. Donc on peut leur prendre une petite taxe sur les médicaments. Bon. On crée un corps d'experts indépendants. On les nomme pour 3 ou 6 ans. Vous voyez, il ne faut pas que les gens restent trop longtemps. Non renouvelables. Et on les paye correctement. Parce que si vous ne les payez pas correctement, ils sont payés grassement par l'industrie pharmaceutique. Donc c'est comme ça qu'on pourra demander à un corps d'experts indépendants de faire l'évaluation, vous voyez, de la dépakine. On pourra demander de faire l'évaluation, vous voyez, de tas de médicaments où c'est les autorités nationales qui doivent donner leur avis. Sur, par exemple, les adjuvants du glyphosate, etc. Il faut avoir des gens vraiment experts. Moi, j'ai vu les experts. Alors, à l'époque, c'était Aquilino Morel, qui est un mec qui s'est fait avoir pour son serrage de chaussures. Mais j'avoue que quand je l'avais vu en catimini avec Eva, tout ça, c'est lui qui a sorti toutes les études de Servier, qu'il avait complètement contrôlées. Et vous voyez, ça n'a jamais été les experts des laboratoires qui l'ont sorti, ça. Moi, petite Rivasi, là, quand j'ai créé la CRIRAD, que j'ai dénoncé le mensonge d'État, ça n'a jamais été le CEA, le EDF ou la COGEMA qui ont sorti ces infos. Donc ça, j'y crois pas, moi, ces gens qui sont là-dedans, ils ne vont pas voyez, couper la branche sur laquelle ils sont assis. Voilà. Donc, corps d'experts indépendants, financé par une taxe, et comme le modèle de l'autorité de sûreté nucléaire. Bon. Sur l'UE et l'aide aux collectivités. Alors, vous avez un instrument. Alors, pour tout vous dire, moi, j'ai fait une association à l'époque avec la CCI de la Drôme et de l'Ardèche, qui s'appelait l'association Sud-Rhône-Alpes Europe, où tous les mois, on réunissait les ONG, les entreprises, les collectivités territoriales, pour savoir comment on pouvait utiliser les fonds européens. Vous voyez, si j'étais député de votre circo, je le ferais avec les CCI. Vous voyez, on est sur des mondes différents, mais on était
très pro-européen. Et dans les CCI, vous avez l'EEN, qui est une structure qui est financée par l'Europe et qui finance les innovations sociales. Et donc, on avait fait une réunion avec tous les chefs d'entreprise, parce que dans les chefs d'entreprise, vous avez des gens super innovants. Et d'ailleurs, ils sont très innovants d'un point de vue écolo la plupart du temps, pour tout vous dire. Hein, ils sont, par exemple, sur vraiment économiser, vous voyez, les matières premières, faire des produits recyclables à 100%. Ils sont toujours un peu dans de notre domaine d'économie circulaire, etc. Pas que, mais beaucoup. Et vous avez de l'argent de l'Europe dans le cadre des CCI, puisqu'ils ont des gens affiliés, vous voyez, spécialistes des fonds européens dans le cadre des CCI, sur l'innovation sociale. Et là, vous pouvez trouver du fric. Par exemple, sur la santé, on a financé dans le cadre du FEDER les maisons de santé. Vous voyez, ça a été l'Europe qui a financé les maisons de santé, parce que c'est avec la désertification, vous savez, dans les zones rurales, tout ça, ou même dans les zones urbaines d'ailleurs, parce que maintenant il y a des secteurs. Ben ça a été des fonds européens. Et ces réunions, alors maintenant on a fait carrément la maison de l'Europe, vous voyez, mais il y a toujours la CCI. Et puis alors, le fait de mélanger des chefs d'entreprise avec des collectivités, des ONG, ça a créé une émulation toujours très conviviale, moi, vraiment. Vous voyez, s'il y a un paramètre, je trouve, qui est très important quand on fait des rencontres, c'est la convivialité. Et il y a des trucs super, vous voyez, qui en sont sortis. Et puis, tous les mois, il y a toujours des réunions où on leur fait venir, vous voyez, la personne responsable de tel et tel secteur. Alors après, vous voyez, les entreprises ou les collectivités viennent en fonction aussi des thèmes abordés. Mais on fait la rencontre avec des gens porteurs de projets, puisque maintenant... Enfin, vous avez été un peu leader en Alsace, hein, puisque vous avez joué la décentralisation de la région par rapport aux fonds européens. Nous, on l'a fait après. Mais c'est important de faire rencontrer les gens pour que les gens puissent poser des questions. Et même, j'ai une assistante parlementaire, moi, qui est à Valence et qui est spécialisée, vous voyez, dans les aides européennes, vous voyez, sur tous ces secteurs. Et donc, elle oriente, et puis après, aux gens, à monter les dossiers avec la personne de l'État ou de la région, vous voyez, qui est directement impliquée. Mais l'innovation sociale, c'est un des domaines que l'Europe finance. Alors, dans l'innovation sociale, au début, les chefs d'entreprise disent « ça veut dire quoi, l'innovation sociale ?» hein? Mais c'est décliné vraiment, c'est d'une richesse très grande là-dessus. Notre série de questions. Oui, je viens. J'aurais aimé savoir si le Brexit allait... Ah oui, pardon. Mathilde Cresson, élève de l'ENA. J'aurais aimé savoir si le Brexit allait influencer vos travaux sur ces questions, que ce soit le fond des législations ou bien les coalitions qui vont pouvoir se former ou les appuis qui vont être par la suite pour faire passer les textes. Merci. Ouais. Alors j'ai fait faire une étude à mes assistants là, parce que quand on est un peu sur tous les sujets, on a des assistants super. Hein. Moi j'ai Maxime qui est là, un grand spécialiste de la santé. Bon. L'Angleterre sur la problématique du climat était très axée sur les objectifs de l'Europe. Par contre, sur les autres sujets, c'était plutôt un frein. Vous voyez, sur particules, sur la problématique de santé, tout ça. Ça n'a jamais été vraiment des leaders là-dessus. Donc, quand vous me dites c'est quoi les conséquences, bon, sur les objectifs, je vous dis sur le climat, ça ne va pas être terrible, mais ils pourront le faire à titre de leur pays, sauf que s'ils se lient avec Trump, on aura peut-être des soucis. Mais en dehors, bien sûr, des députés européens anglais, hein, on en avait pas mal, nous, on en avait 3 hein, quand même. Enfin, vous direz 3, c'est pas terrible, mais enfin, quand même. Non, ça va pas vraiment. Ce qu'il y a, c'est les Anglais sont hors pair dans les négos. Hein. C'est pour ça que moi, j'attends que l'Europe, elle forme des gens pour négocier avec les Anglais. Hein. Parce que quand on parle du Brexit soft ou du Brexit hard, j'attends la suite. Hein. Ouais. C'est des redoutables. Hein. Mais sur la santé, c'est pas des gens
Vous voyez, sur les pesticides, tout ça, non, c'était pas terrible. Hein. Ils sont très libéraux quand même. Hein. Très échangistes, très... Enfin, c'est pas échangiste à la Strauss-Kahn, mais... Libre-échange. J'ai vu Michel Barnier il y a 15 jours qui m'a quand même dit qu'ils allaient perdre une agence, c'est l'Agence européenne du médicament. C'est une des plus grosses agences européennes, hein, Voilà. l'Agence européenne des médicaments. Donc ça va aussi faire partie du pool de négociation parce que c'est une perte d'emploi, c'est probablement une perte de revenus élevée. Ouais. Et le jeu, c'est aussi quel État membre va réussir à récupérer. Ce serait bien si c'était Strasbourg. Deuxième message, mais... nous, on disait que le Parlement, il pourrait accueillir l'Agence européenne des médicaments, non? Vous seriez contre? Comment? Là, on est attaqué. Hein. Encore aujourd'hui, on a été attaqué parce que la France a fait un recours comme quoi le budget du Conseil européen a été voté à Bruxelles, alors que normalement, il aurait dû être voté à Strasbourg. Mais ça a été... on avait 14 jours, et on n'avait pas d'autre choix que de le voter à Bruxelles. Mais on sent bien de plus en plus, ça je vous le dis, hein, que les députés européens, ils veulent qu'un siège, hein, ils veulent pas deux. Donc nous, pourtant moi je suis écolo, donc je suis pour diminuer le CO2, tout ça, mais je défends encore Strasbourg, je vous signale, parce que je dis que tant qu'on n'a pas trouvé une alternative à Strasbourg, on lâche pas Strasbourg. Voilà. Donc c'est un deal. Et moi je me dis à la limite, parce que c'est pire que ça l'Agence européenne des médicaments, c'est pas seulement les milliers de personnes qui travaillent, mais c'est tous les lobbyistes qui sont autour. Et tous les lobbyistes, je vous signale, c'est tous les laboratoires pharmaceutiques qui sont autour de l'Agence européenne des médicaments. Hein. Donc, vous voyez, la perte de l'emploi, c'est une perte économique, etc. Et je me dis, bon, on peut toujours lancer des perches, hein, mais je me dis, si le Parlement, de toute façon, un jour ou l'autre, il va falloir, je vois pas comment, bon. Mais, enfin, tous les Français, la plupart écolos, ne veulent pas lâcher Strasbourg tant qu'il n'y a pas une solution plausible et innovante pour remplacer cette situation du Parlement. Voilà. Vous voyez, je ne suis pas que sur le CO2, les autres, les Allemands, tout ça, non, ils veulent qu'un site. Hein. Mais nous, on défend encore Strasbourg par rapport à ça. On arrive à la fin de cet échange qui était très riche. Moi, j'ai personnellement, et je ne suis pas la seule, encore beaucoup appris. Et je vois qu'il y a énormément à apprendre et que vous avez un socle de connaissances absolument étonnant, impressionnant. On pourrait terminer cette soirée totalement déprimée. Et en même temps, votre énergie, la force de vos convictions, vos batailles font qu'on est très enthousiaste, on est très intéressé, on va suivre ces sujets avec beaucoup plus d'attention que maintenant. On a une vision un petit peu plus d'acuité sur ces sujets. Et puis vous avez quand même terminé en nous donnant des pistes, c'est que l'Europe finance l'innovation. Et l'innovation notamment des PME qui ont envie de faire des efforts de protection de leurs salariés et des citoyens, s'il vous plaît. Et puis, autre sujet, que en mettant plus de monde autour de la table de façon conviviale, j'ai bien noté. Voilà ce qu'on essaye de faire ici. C'est possible. Et donc, au nom de tout le monde, je voudrais vous remercier, vous dire à très bientôt, Alena. Vous êtes ici chez vous. Merci encore et bon courage. Merci.